représentatif de l'ensemble des professionnels qui sont mobilisés sur le sujet de la qualité dans les établissements. On vous passera bien entendu, on vous passera bien entendu ensuite la liste des présences de manière à ce que vous ayez une vision d'ensemble des personnes présentes à l'occasion de cette réunion. Écrit plein de fais quelques mots d'introduction et ensuite je vous quitterai et je laisserai la main aux équipes. T'enlèves le micro, j'espère. Dans la salle de l'ARS, le micro coupe. J'ai plus de son. Oups. Est-ce que tout le monde a entendu les propos que je viens de tenir? Non, monsieur Gélardi. Alors, je recommence. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Hugo Gilardi, directeur général de l'ARS, en présence donc des équipes de l'agence qui sont en charge de la qualité et des équipes du réseau santé qualité, structure régionale d'appui. Bon, c'est toujours un petit peu particulier de s'exprimer dans le cadre d'un webinaire, parce que il y a encore des micros qui ne sont pas coupés, c'est assez désagréable, hein, désolé. Sachez que nous avons invité donc les gouvernants d'établissements au sens directeur, président de CME, responsable qualité. On vous passera postérieurement à la réunion la liste des présents de manière à ce que vous ayez une visibilité sur la communauté présente lors de cette réunion. Je vous dis quelques mots d'introduction pour que vous ayez connaissance de l'esprit dans lequel on souhaite mener cette réunion et plus généralement animer le travail collectif sur le sujet de la qualité et de la gestion des événements indésirables graves associés aux soins. Et ensuite, je laisserai les équipes animer la réunion avec la structure régionale d'appui. D'abord, premièrement, je pense qu'il faut qu'on ait bien tous conscience du trésor qu'on a entre les mains, qui est le dispositif qui a été mis en place il y a maintenant 5 ans, je crois, qui met en relation à la fois les établissements, les agences régionales de santé, les SRA et la HAS sur la production d'informations sur les événements indésirables graves associés aux soins. Trésor parce que d'abord, ça nous donne de l'information et ensuite, ça nous donne surtout des données qui nous permettent d'organiser une boucle d'interaction entre les établissements et l'ARS et puis de manière générale entre les acteurs régionaux et la HAS. Je pense que c'est un outil vraiment extrêmement puissant, mais qui malheureusement, et c'est le deuxième point de mon propos, ne me semble pas mobilisé à sa juste valeur. Je pense qu'on en conviendra tous ici. C'est la raison pour laquelle on s'est dit en région Hauts-de-France, qui n'est pas nécessairement positionné en haut du classement s'agissant des taux de déclaration, mais c'est pas grave, c'est un indicateur qui nous permet d'avancer. On s'est dit donc qu'il fallait essayer d'animer un travail collectif ici en région pour essayer d'augmenter la mobilisation de tous autour de la déclaration. Et donc, c'est bien dans cet esprit que la réunion d'aujourd'hui est organisée. Quelque part, elle marque une première étape et il y aura derrière, on vous le dira dans le cadre des exposés qui seront faits, des travaux plus précis, plus liés à chacun des établissements, de manière à ce que, de manière globale, nous puissions être plus déclarants et donc
et donc que nous disposions d'une matière plus large pour essayer d'alimenter nos travaux sur l'amélioration des pratiques et l'amélioration continue de la qualité dans les services hospitaliers. La situation, elle est assez comment dire, précisément connue. On recense à peu près 70% d'établissements qui n'ont pas déclaré d'événements indésirables. C'est un indicateur qui doit nous interpeller, et c'est cet indicateur sur lequel on fonde l'opportunité de travailler au fond avec vous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est à la fois, dans le cadre de cette réunion, de faire un bilan de la situation de manière à ce qu'elle soit partagée, et ensuite de déterminer le mode opératoire qui nous permettra de progresser dans la déclaration. À titre tout à fait personnel, sachez que donc, je suis destinataire de l'ensemble des événements indésirables graves qui surviennent et qui sont déclarés dans la région. D'abord, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve ça un peu inquiétant aussi, dans le sens où je trouve que nous mettons un petit peu trop de temps à travailler le contenu et expliquer un petit peu les raisons de l'événement indésirable. Et surtout, je trouve que nous n'en tirons pas probablement tous les bénéfices. Donc c'est bien dans cet état d'esprit qu'on souhaite travailler. En conclusion, je dirais que on est dans une démarche positive. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser qui que ce soit ou quelque service que ce soit ou quelque équipe que ce soit. Il s'agit juste de se dire que tout ce qui doit être déclaré doit être déclaré. Hein. Et ça veut dire que il faut que dans chaque établissement, on ait véritablement une organisation et des dispositions qui incitent l'ensemble des équipes à faire ce travail qui, encore une fois, est à réaliser dans un sens positif et d'amélioration continue des pratiques. Alors c'est vrai qu'il y a dans ce qui remonte des choses de nature extrêmement diverses, et je crois que ça sera l'objet aussi de la discussion d'aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui a tendance à être déclaré et qu'est-ce qui a tendance à ne pas être déclaré, parce que dans les événements indésirables, en fait, on a un panel très très divers de sujets, certains pour lesquels il y a une forme d'appétence à la déclaration et d'autres non, pour des raisons qu'on pourra vous expliquer. Je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir les raisons de la déclaration et de la non-déclaration, de manière à voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer. Donc voilà, en conclusion, sachez que, nous sommes particulièrement mobilisés sur le sujet, et moi à titre personnel. Deux, que ce qu'on va vous dire est en permanence orienté vers l'amélioration, hein, et non pas vers la stigmatisation de qui que ce soit. Et quatre, qu'on a pour objectif d'augmenter. On vous proposera un certain nombre d'indicateurs qui nous sentons collectivement dans la région Hauts-de-France.
Voilà, j'espère que vous m'avez bien tous entendu parce qu'il y a eu quelques coupures de courant. Je vous souhaite une bonne réunion et je passe la parole. Je passe la parole aux équipes de l'ARS qui sont chargées d'animer cet échange que je souhaite fructueux. Merci beaucoup à tous. Merci, Monsieur Gélardi. Bien, nous allons donc, je rappelle donc en préambule, dans le cadre de la politique de confidentialité, donc cette intervention donc est enregistrée et elle fera l'objet donc d'un replay. Bien, bonjour à tous et toutes, chers acteurs, chers professionnels et chers acteurs de la santé, chers acteurs mobilisés au niveau des équipes, au niveau des établissements, et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur les événements indésirables graves associés aux soins. Pourquoi et comment les déclarer ce vendredi 8 septembre. La structure régionale d'appui, la SRA des Hauts-de-France, remercie l'Agence régionale de santé pour son soutien et engagement pour cette thématique qui est prioritaire, notamment sur la sécurité des soins. Quelques consignes tous ensemble. Nous sommes énormément aujourd'hui à être réunis, plus de 360 participants sont connectés, se sont inscrits pour ce webinaire. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, merci de couper vos micros et vos caméras pour augmenter donc le débit et le flux. Si vous souhaitez participer, vous avez en haut de Teams, vous avez le petit symbole conversation, c'est un chat qui vous permet donc de vous poser vos questions. Nous les reprendrons à différents temps et nous essaierons de répondre au fur et à mesure de l'intervention. Le support vous sera envoyé par mail. Il y a un replay, pareil, le support aussi vous sera envoyé avec un lien et donc nous vous enverrons aussi un replay, ainsi que l'ensemble des outils, donc postérieurs à cette intervention. Aujourd'hui, donc, pour parler donc des événements indésirables, notamment graves, donc nous avons eu l'introduction de Monsieur Gilardi. On parlera dans un premier temps, en termes de contexte, les obligations réglementaires de déclaration de ces événements indésirables et cette obligation. Dans une seconde partie, nous verrons ensemble la déclaration de ces signalements, le circuit, qui est défini d'ailleurs dans le cadre réglementaire, et puis après, comment les déclarer concrètement. Donc, vous verrez sur le portail ou comment il faut les déclarer, ainsi qu'une partie sur l'analyse. Et enfin, une dernière partie sur les outils qui seront mis à votre disposition et ainsi que les structures régionales d'appui qui sont aussi à votre service et en soutien des équipes. Alors, quelques points de contexte et je laisse la parole donc à Monsieur Benoît Barbara, responsable donc du point focal régional de l'Agence régionale de santé. Vous devez déconnecter votre micro, Monsieur Barbara. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est parfait. Merci, Monsieur Barbara. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Benoît Warbar, moi, je suis responsable de la cellule point focal régional à l'Agence régionale de santé. Donc, la cellule est en charge de la réception et de la réorientation au niveau de l'ARS de l'ensemble des signaux sanitaires, des signalements dans les EIGS dont on va parler aujourd'hui et des réclamations. Donc, je vais vous parler donc déjà de première intention du cadre réglementaire de ces EIGS. Alors, les EIGS, donc l'obligation est inscrite dans le Code de la santé publique depuis un décret de 2016 qui introduisait donc cette obligation à l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Le décret en définit également le contour de ces EIGS. Pour rappel, donc, il s'agit d'événements qui sont associés aux soins, ils interviennent dans la prise en charge. Ils sont inattendus au regard de l'état du patient ou de sa pathologie.
Et enfin, ils répondent ont pour conséquence soit le décès, la mise en jeu du pronostic vital, ou enfin un déficit probable fonctionnel permanent pour le patient. Sur la forme de ces déclarations des IGS, un second décret de 2016 prévoit également un formulaire national uniformisé, standardisé, et une méthode de transmission donc, qui se fait sur un portail national, le portail national des signalements, qui permet à la fois la transmission de ces déclarations à l'ARS concernée, mais également en fin de processus à la Haute Autorité de Santé. Comme on l'a expliqué, c'est un peu ce qu'on va rechercher, donc, qui va permettre de tirer parti des retours d'expérience de chacun des établissements et de vos équipes pour permettre l'amélioration de la sécurité patient au travers de recommandations ou de flash info sécurité que vous connaissez. Pour la partie suivante, je vais laisser la parole à la SRA pour... Je n'entends pas, M. Corvoisier. Je vous remercie, M. Barbara. Les événements indésirables, ça fait à peu près plus de 20 ans que l'on en parle. Hein. Les premières mesures datent de 2004 dans le cadre de ENEIS. Ce sont les enquêtes nationales sur les événements indésirables associés aux soins. Différentes itérations ont eu lieu, hein, notamment en milieu médico-social et surtout en milieu sanitaire. Et donc, en 2019, une troisième campagne a été lancée sur ces enquêtes nationales d'événements indésirables sur plus de 21 500 séjours, que ce soit en médecine, chirurgie, obstétrique, HAD, SLD, SSR, etc. Et l'objet de cette étude est d'estimer l'incidence des événements indésirables graves observés. Et une deuxième partie est d'estimer la part d'évitabilité de ces événements indésirables graves. L'un des premiers résultats, l'un des premiers enseignements sur l'incidence de ces événements indésirables graves observés, d'un point de vue quantitatif, c'est qu'on a plus de 4 événements indésirables pour 1000 journées d'hospitalisation. À savoir, autre schéma de représentation, on est à environ 4 événements indésirables graves associés aux soins par service de 30 lits sur un mois. Alors en 2009, il y avait une mesure, on était à peu près à 6,2, 6. Vous voyez, donc on a moins d'événements indésirables. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'on maîtrise mieux nos risques, notamment sur des secteurs techniques, mais aussi la durée moyenne de séjour qui diminue peut expliquer aussi une diminution de l'incidence. Autre point sur la part d'évitabilité, c'est des mesures qui sont faites depuis 2004. Cette part d'évitabilité, on en est à peu près en moyenne à 2,5, 3 admissions hospitalières causées par un événement indésirable. Événement généré lors d'une hospitalisation précédente ou généré par la ville. Si on fait à peu près pour se redonner un autre schéma plus pragmatique, ce serait un séjour qui serait impacté sur 40. Alors pour aller plus loin, lorsqu'on vous enverra le support, vous verrez à travers ces deux liens, vous retrouverez des résultats et des données beaucoup plus précises en fonction de vos secteurs d'activité, notamment sur les soins critiques, par exemple, les dispositifs médicaux implantables ou les interventions chirurgicales. Enfin, dernier enseignement que l'on peut en tirer de ces enquêtes nationales sur les risques associés aux soins, c'est que plus de 50% de ces événements indésirables sont détectés par les professionnels, mais ils ne sont pas déclarés. Donc, nous verrons ensemble par la suite comment on peut y remédier, comment faire pour les déclarer. C'est l'objet notamment de circuits de signalement et des analyses. Monsieur Barbara, en région ? Voilà, désolé pour cette manipulation. Donc, en termes de chiffres sur la région, donc, au regard de l'enquête HAS 2021, on note une grande disparité en nombre de déclarations qui sont rapportées au nombre d'habitants sur le diagramme de gauche, où l'on peut voir que les Hauts-de-France se situent entre le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine.
En nombre absolu de déclarations, donc sur cette même période, on peut remarquer qu'on se situe à peu près en 7e position au niveau national, avec environ 120 déclarations qui ont été remontées complètes auprès de l'HAS sur cette période de 2021. Peut-être la suivante, s'il vous plaît. Voilà. En termes de catégories, donc toujours sur l'enquête nationale de l'HAS en 2021, on remarque que les principales thématiques qui sont les plus déclarées dans les EIGS, ce sont les suicides et tentatives de suicide, les erreurs médicamenteuses et les chutes de patients. Ces 3 thématiques ont notamment fait l'objet de recommandations au Flash Info Sécurité ces dernières années ou d'analyses particulières par l'HAS. Et selon l'HAS, donc, pourrait exister un biais de déclaration. En effet, ces 3 types d'événements sont plus souvent déclarés car ils pourraient être davantage médiatisés ou plus visibles. Et en ce qui concerne les erreurs médicamenteuses, ils relèvent d'une acculturation plus importante des équipes soignantes de déclarer ces erreurs médicamenteuses. Au niveau de la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Un focus donc sur les déclarations de UGS qui ont été remontées dans la région. Donc depuis 2019, on constate une constante augmentation de ces déclarations. Et en termes de conséquences, donc pour faire le lien un petit peu avec les biais qui ont été remontés par l'HAS, on remarque effectivement que 46% de ces déclarations relèvent de décès, suivi à 30% de mise en cause de mise en jeu du pronostic vital, et enfin pour 24% d'un déficit probable fonctionnel pour le patient. Voilà un peu ce qui était des données que l'on pouvait vous communiquer sur ces déclarations. Merci, Monsieur Barbara. Traduction donc du décret de novembre 2016. Alors retraduction sur la déclaration des signalements, retraduction sur la forme d'un logigramme. Alors que dit le décret? Lorsqu'il y a la survenue d'un événement indésirable, eh bien il y a en premier lieu prendre en charge donc le patient suite aux conséquences avérées de l'événement, et puis en parallèle ou complémentaire, il y a l'accompagnement de l'équipe. Une fois que l'événement indésirable a eu lieu, a posteriori, il y a le plus souvent le recueil de l'événement, et cet événement donc est tracé. Alors désormais de plus en plus en milieu sanitaire à l'aide d'un logiciel qui est dédié à la déclaration des événements indésirables. En fonction du niveau de gravité, l'établissement se posera la question de l'éligibilité, de la recevabilité et de la gravité de cet événement indésirable, et notamment l'opportunité de le déclarer sur le portail de signalement. Cette analyse, cette primo-analyse, se fait au sein de vos établissements, notamment dans le cadre d'une coordination de la gestion des risques ou avec le service qualité, et dans le cadre d'une procédure interne de déclaration. Et là, ici, se joue donc l'information au niveau de la gouvernance, direction générale, président de CME, direction des soins. Si déclaration il y a en fonction de la gravité, déclaration sur le portail des signalements, aide ou non de structure d'appui, et en parallèle, un système de capitalisation. Le plus souvent, ce sont des RMM qui sont mis en place, méthode alarme, validée par la Haute Autorité de Santé, et donc déclaration. Ce qu'il y a ici, in fine, notamment ici, le suivi d'un plan d'action avec des mesures correctives, et ici, au niveau de l'établissement, la mise en place de barrières de sécurité et d'actions qui sont mises en place. Sur donc ce circuit de déclaration, nous allons donc regarder ensemble, pas à pas, l'ensemble des étapes. On vous a remis ici sur le schéma les outils et les moyens qui vous seront mis à disposition à la fin du webinaire et qui seront disponibles sur le site de l'ARS et de la structure régionale d'appui. Je laisse la parole donc à Madame Vidal, chargée de mission paramédicale de la structure régionale d'appui. Merci. Donc effectivement, si on revient plus en détail sur la slide précédente, accompagner les équipes, pourquoi? Parce qu'avant tout, la survenue d'un événement indésirable grave, c'est aussi
enfin, il y a un impact patient, mais il y a aussi un impact émotionnel pour les équipes et il va falloir gérer cet impact émotionnel. Le gérer comment? Il va y avoir besoin de soutien, d'accompagnement, d'écoute, de présence. Ça va se faire, vous allez l'analyser au fur et à mesure. Il est nécessaire en fait d'identifier toutes les personnes qui vont être, impactées par l'événement, et puis de veiller à la continuité des soins. Parce que cette continuité des soins, elle peut être désorganisée déjà du fait de la charge émotionnelle, de l'événement qui est, survenu, hein. Il peut y avoir une urgence vitale à gérer et puis, de la gestion de la famille qui peut aussi, arriver, dans voir ce qui se passe en fait, hein. Donc bien veiller à cette continuité des soins. La nécessité de débriefer tout de suite pour, pouvoir, récupérer, un maximum d'infos, dans les premiers temps, hein, dès les premiers temps pour ne pas en perdre et puis aider justement à redescendre cette charge émotionnelle. L'aide, elle va être proposée dans l'immédiat, mais il ne faut pas oublier aussi de la proposer dans le temps. Il y a des dispositifs internes, hein, que vous avez probablement mis en interne. Il va falloir les utiliser, les proposer, mais aussi les mettre en place. Si on propose aux soignants, souvent, ils vont dire: «Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin, ça va aller» et puis finalement, on se rend compte, lors de l'analyse de rétexte que c'est encore très, très douloureux. Donc voilà, il faut penser, donc à ce dispositif immédiatement et aussi dans le temps. Il faut savoir que dans 60 des cas, ça va se résoudre enfin voilà, les soignants entre eux vont, et le manager vont discuter et puis ça va faire redescendre et supporter l'événement. Pour 30 des professionnels, il va y avoir besoin d'un support, équipe, hein, vraiment, de vraiment être plus, avec, les soignants il va y avoir besoin de pairs aussi pour échanger sur l'événement. Et puis, à savoir que pour 10 des professionnels, il va y avoir besoin d'un accompagnement psychologique, d'un accompagnement qui va être plus long. La slide suivante. La 2e, le deuxième point, dont il faut, bien sûr ne pas oublier, c'est l'annonce d'un dommage associé aux soins. Il faut communiquer aux patients, c'est une obligation réglementaire et puis, cette annonce du dommage associé aux soins doit être faite selon les pratiques effectivement que vous aurez également définies en interne et communiquer, aux soignants, aux professionnels de santé pour qu'ils puissent mettre en place ces dispositifs de communication aux patients. Alors il peut y avoir, hein, différentes modalités, la conciliation, les médiateurs médicaux, les médiateurs paramédicaux, l'entretien avec le patient qui peut être, voilà très au plus près de l'événement désirable, mais qui peut être aussi, refait à distance en fonction des éléments qu'on aura pu, recueillir. Donc ça, voilà, c'est vraiment important de le communiquer en interne pour que ces outils soient utilisés. Communication, donc comme je vous disais, aux professionnels de santé, mais également communiquer ces dispositifs aux patients et c'est là aussi le rôle de la CDU. Sur la diapo suivante, tout ça, ça passe évidemment par un maillon fort qui est la culture sécurité. L'établissement doit porter une politique qualité-sécurité qui encourage, qui favorise vraiment à la déclaration. La déclaration, elle doit être vue comme, une démarche d'amélioration continue. On analyse les événements graves ou non graves, hein. Bien sûr, les déclarations qui se font au quotidien, ça fait partie aussi de cette culture qualité, pour justement améliorer la qualité des soins. Pour ça, on vous a mis sur cette slide, la charte d'incitation à la déclaration, hein, qui a été, proposée par l'HAS et qui peut vous aider à écrire, la vôtre. Et puis bien sûr toujours la communiquer en interne. Voilà et donc vous aurez le lien également, de cette charte en fin de diaporama. Je Merci. laisse la place à Cédric. Autre, point important sur lequel nous avions, souhaité, discuter, échanger aussi, lors de nos échanges avec l'Agence régionale de santé, c'est, souvent, le terme d'événement indésirable est utilisé aussi, soit dans le cadre de non-conformité, dysfonctionnement,
écart majeur, point sensible, enfin voilà. Il faut le savoir que les événements indésirables, notamment liés aux soins ou associés aux soins, répondent à des définitions qui sont précises et on souhaitait donc vous les remettre et en rediscuter avec vous. L'une des premières définitions, c'est bien l'événement porteur de risque ou le presque accident, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'événement porteur de risque, ça a failli arriver, mais ça n'est pas arrivé. Et dans le cadre d'un presque accident, l'événement n'a pas engendré de conséquences graves pour le patient. Au sens strict du terme de l'HAS et de l'OMS, l'événement indésirable, c'est un événement qui est associé aux soins et dont notamment incidence préjudiciable à un patient hospitalisé, donc conséquence avérée, survenue lors de la réalisation d'un acte de prévention, d'une investigation ou d'un traitement. Et la définition propre que vous retrouverez dans le décret de novembre 2016 inclut celle de la HAS, donc ce qu'on appelle la gravité 5, événement indésirable grave ayant pour conséquence avérée, le terme avéré, donc là prend tout son sens, décès, mise en jeu du pronostic vital, dont hospitalisation en réanimation ou réintervention non programmée au décours d'un acte thérapeutique, ou perte permanente d'une fonction. C'est dans ce cadre-là qu'il faut donc déclarer l'événement sur le portail de signalement. Toutefois, petit rappel, et notamment lorsqu'on parle d'événements indésirables, et notamment sur les conséquences avérées, il faudra quand même vous poser la question sur l'éligibilité de votre événement indésirable que vous pouvez avoir déclaré au sein de votre établissement. Alors, est-ce que votre événement indésirable grave est inattendu? S'il est inattendu, si c'est non, à ce moment-là, vous êtes en face plutôt d'un aléa thérapeutique et on a plutôt des conséquences possibles dues à la prise en charge du patient et donc l'événement n'est pas classé comme événement indésirable. À ce moment-là, vous êtes en présence donc d'un événement sensible et vous l'analysez dans le cadre d'un staff CREX interne à votre établissement. Par contre, si l'événement est inattendu et pluriel en termes de professionnels, si c'est oui, à ce moment-là, vous posez la question si cet événement est associé, notamment lors soit d'une investigation, d'un traitement, d'un acte médical ou d'une action de prévention. Si vous avez des conséquences, vous allez vérifier le type de conséquences. Décès, mise en jeu du pronostic vital, et puis déficit fonctionnel. Si vous n'êtes pas dans ces trois cas-là, en termes de conséquences avérées, à ce moment-là, vous êtes en présence d'un événement indésirable sensible, vous analysez dans le cadre d'un CREX. Si vous êtes en présence d'un événement indésirable grave, décès, mise en jeu du pronostic vital ou déficit fonctionnel, à ce moment-là, vous avez l'obligation de le déclarer sur le portail de signalement. On vous a repris quelques exemples sur les deux prochaines diapos. On vous a repris quelques exemples de ce que peut être un événement indésirable grave en termes de recevabilité et puis des contre-exemples. Conséquences graves pour le patient, décès, mise en jeu du pronostic vital et déficit fonctionnel. Exemple, chute de patient dans un service de médecine avec une prise en charge au bloc qui entraîne un déficit fonctionnel. Autre exemple, surdosage en morphine qui a des conséquences, et notamment là, pronostic vital engagé. Exemple, oubli d'un Texilum qui a des conséquences, notamment sur un probable déficit fonctionnel pour le patient. Erreur de délivrance qui a pour conséquence le décès du patient, ou, dernier exemple, un décès sur un retard de prise en charge post-op qui se complique. À l'inverse, ce qui n'est pas des événements indésirables, c'est tout ce que on classera notamment dans les aléas thérapeutiques. Une prise en charge effectuée correctement par les équipes, par l'ensemble des professionnels, mais qui n'a pas les résultats escomptés. On vous a remis ici l'article et les éléments que vous retrouverez à la fin, notamment, qui décrit l'ensemble des éléments de façon pragmatique de l'aléa thérapeutique. Autre exemple, contrôle de l'identité du patient uniquement sur le nom marital, mais qui n'a pas de conséquences sur, par exemple, l'administration de médicaments ou dans la prise en charge.
Autre exemple, mise au lit du patient dans une autre chambre qui n'a pas de conséquences. Enfin voilà. Donc on vous a remis des exemples de ce que n'est pas en termes de recevabilité des événements indésirables. Monsieur Barbara, donc description, donc là on est bien en présence d'un événement indésirable qu'il faut donc déclarer sur le portail des signalements. De manière très, très, très pratique, comment on déclare donc sur ce fameux portail des signalements. Donc ça se fait en ligne, vous avez l'adresse signalement.social-santé.gouv.fr, mais vous pouvez également taper sur n'importe quel moteur de recherche portail national des signalements et vous tomberez donc sur l'interface. Alors, pour déclarer, donc on clique simplement sur signaler un événement indésirable. On arrive ensuite sur la diapo suivante. Vous arrivez donc sur le portail. Désormais, on a la possibilité de créer un compte pour pouvoir consulter les déclarations qui ont été faites ou qui sont en cours. Sinon, on a toujours la possibilité de le déclarer sans compte, simplement sur la base d'un mail, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et dans ce cas, on clique directement sur « Je suis un professionnel de santé ». Ensuite, vous arrivez donc sur le menu, et par défaut, vous avez les 5 premières, le top 5 des déclarations qui se font habituellement sur les déclarations, enfin le portail des signalements. Sinon, en ce qui concerne les déclarations d'événements indésirables graves associés aux soins, donc les EIGS, vous sélectionnez dans la rubrique EIGS volet 1, et vous avez toujours la possibilité d'aller, sinon, resélectionner par famille tout en haut, dans l'onglet qui est formalisé en bleu. On arrive ensuite dans l'onglet, dès lors que vous avez sélectionné le bon, dans la diapo suivante, s'il vous plaît. Vous avez ensuite donc le signalement de IGS volet 1, tel qu'il doit être fait. À ce moment-là, avant de déclarer, vous avez la possibilité de télécharger un modèle de formulaire. Ça, c'est intéressant pour vous et peut-être à distance d'un événement, pour vous familiariser avec les champs qui seront à renseigner, surtout si c'est réalisé collectivement avec plusieurs services. Donc, c'est important de pouvoir savoir quels seront les champs qui seront à renseigner pendant la déclaration. Ensuite, vous pouvez démarrer directement la déclaration en cliquant sur « Continuer ». Il y a une identification par CAPTCHA qui permet donc au système d'éviter les intrusions par réseau, simplement des méthodes de sécurité. Ensuite, vous arrivez directement dans la déclaration, et la déclaration donc, se fait par chapitre. D'abord, les éléments relatifs au déclarant, puis le patient, le résident, ensuite les circonstances et conséquences pour le patient, les autres conséquences, notamment celles sur l'établissement, comme les recours ou autres mesures, ou autres conséquences qui pourraient être liées à cet événement. Et ensuite, vous avez le chapitre sur les mesures immédiates qui ont été prises pour le patient, les mesures immédiates qui ont été prises pour les proches, les autres mesures, notamment sur le personnel, et ensuite, comment l'établissement va s'organiser pour réaliser l'analyse de l'événement. Donc, chacun de ces chapitres est à remplir individuellement, mais ils sont nécessaires pour pouvoir valider donc la déclaration. Et on vous a formalisé tout en bas donc un code couleur qui permet de voir si le chapitre est complètement rempli ou en cours. Dès lors que vous avez terminé donc, votre déclaration, vous avez un récapitulatif de la déclaration à valider en fin de saisie, et vous avez à ce niveau la possibilité de télécharger donc, votre déclaration. Une fois que la déclaration est validée et transmise sur le portail des signalements, le déclarant reçoit à l'adresse qu'il a indiquée au moment de la déclaration donc un accusé de réception avec les différentes références de son EIGS et également l'ARS qui a été destinataire de sa déclaration. Ça, c'est important pour les établissements qui peuvent avoir plusieurs entités sur différentes régions. Si on passe en revue rapidement peut-être la déclaration telle qu'elle est faite, et peut-être vous préciser quelques points particuliers.
Donc, dans la première partie, ce qui va être important, c'est identifier l'établissement par son numéro FINES. On parle de FINES géographique. Donc, pour les déclarants qui ont le FINES géographique, il est à renseigner donc, dans un moteur de recherche. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité, si vous connaissez le libellé exact de l'établissement, de le renseigner. Sinon, vous avez un moteur de recherche avec le code postal de siège de l'établissement qui vous permet après d'aller consulter la base FINES et sélectionner votre établissement. Dans la suivante, s'il vous plaît. Dans le chapitre circonstances de l'événement, voilà, ce qui va être important de renseigner, c'est la rubrique qu'avez-vous constaté. Cette partie est la plus importante à décrire. En effet, elle reprend donc la description chronologique détaillée et précise de l'événement, et elle doit permettre à la fois à l'ARS, mais également à l'HAS de comprendre la situation et de pouvoir identifier l'événement. Dans ce même état d'esprit, vous avez dans les deux dernières questions quel est l'acte impliqué et les premières hypothèses relatives à l'événement. Ces deux champs sont donc à compléter de manière tout à fait neutre et transparente afin d'assurer la compréhension d'une personne qui ne serait pas directement au courant ou au fait de l'événement. C'est important de pouvoir identifier, notamment sur la chaise qui ne va pas pouvoir obtenir des informations complémentaires. Sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui va être important également de renseigner, ce sont les mesures qui ont été prises pour le patient, pour ses proches, le cas échéant, et également pour les équipes. On va ensuite indiquer dans les rubriques suivantes les autres mesures, et notamment tous les signalements qui ont été faits dans le cadre des vigilances. Si vous avez un événement indésirable grave qui met en cause un médicament ou un dispositif médical, il doit faire l'objet d'une déclaration parallèle de vigilance, de manière à ce que l'événement puisse être analysé également par les membres du REVA, et ce, afin d'identifier si d'autres dysfonctionnements au niveau national ont été relevés avec ces dispositifs. Dans l'exemple, par exemple, de pompes de morphine, de respirateurs qui ont pu être contribuer donc à l'événement indésirable grave. De manière initiale, on va faire les deux déclarations individuellement. Enfin, sur la dernière partie de la déclaration, c'est à ce moment-là où l'établissement peut demander l'appui de la SRA pour réaliser l'analyse de l'événement. Et c'est dans ces deux derniers items que vous renseignez donc la demande d'appui. Et le cas échéant, on mettra donc l'établissement en rapport avec la SRA de manière à vous accompagner dans l'analyse de l'événement. Bien. Vous pouvez laisser votre micro ouvert, Monsieur Barbara. Il y a deux questions intéressantes qui sont en ligne. L'une des premières questions, très pragmatique. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Le portail de signalement peut-il être utilisé pour le signalement d'événements indésirables graves, notamment associés aux soins, hein, donc là c'est notre sujet, concernant le médico-social et notamment les EHPAD? Absolument. Donc, comme je vous l'ai dit en propos liminaire, l'obligation de déclaration des EIGS s'applique à la fois aux établissements médico-sociaux et aux établissements sanitaires. Donc, réglementairement parlant, les deux structures, les deux types d'établissements sont censés déclarer les EIGS. Et le dispositif est identique pour un EHPAD, une MAS, une femme, ou quel que soit l'établissement concerné, dès lors que l'événement répond à la définition. Et puis, question, forcément, hein, au niveau du médico-social, ce sont des structures qui sont, de par la convention tripartite, rattachées au département, hein, au conseil général, hein, tout dépend, les deux termes se vont. Est-ce que les informations, est-ce qu'elles sont transmises au conseil départemental ou au conseil général? Là, les échanges se font au niveau des pôles de proximité selon les événements, mais d'une manière générale, concerne l'organisation des soins. Donc, effectivement, de manière simple, c'est essentiellement en interne ARS, puis l'HAS dans le cadre du dispositif.
En revanche, pour le partage avec les structures du conseil départemental, elles se font à part lors d'échanges entre établissements, mais elles ne se font pas systématiquement à ce niveau. Et enfin, une dernière question, pareil, pour un peu démystifier les choses, hein, la réglementation dit qu'effectivement, il faut déclarer immédiatement ou sous les 48 heures, hein, enfin voilà. Et du coup, certains là des établissements nous demandent effectivement, réglementairement, est-ce on dispose de 48 heures pour signaler? Enfin voilà, on sent bien cette temporalité. Est-ce que vous pouvez nous en Alors, dire plus? la temporalité, je dirais dans les meilleurs délais. Après, on comprend que pour les établissements, la déclaration nécessite de pouvoir identifier différents points pour pouvoir remplir la déclaration. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement de ne pas perdre de temps pour la déclaration. 48 heures, mais ce n'est pas une semaine, j'ai envie de dire. Et la déclaration, le premier volet, se fait sur les constats immédiats, les mesures de sécurité. Donc, voilà, on n'est pas censé avoir l'intégralité de l'analyse au moment du volet 1. C'est pourquoi les déclarations de volet 1 sont entendues dans les meilleurs délais. Après, je ne vous dirais pas qu'il y a un délai horaire sur la déclaration. En revanche, il ne faut pas perdre de temps pour que nous, on soit informés d'une situation qui risque d'avoir un impact sur l'organisation ou la sécurité, l'organisation de l'offre de soins ou sur l'établissement. Tout à fait. Un établissement dit d'ailleurs, pour faire un rapport circonstancié plus fiable, des fois, il nous faut plus de 48 heures, donc Oui. il vaut mieux se laisser le temps. Le rapport circonstancié, enfin, là, on arrive déjà dans l'analyse approfondie de l'événement. Ce qu'on peut remplir rapidement, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a constaté, ce de manière chronologique, hein, comme je l'ai expliqué en tout début de formulaire. Voilà, constater ce qui s'est passé. Après, effectivement, l'analyse, elle prendra plus de temps. Et là, pour le coup, on a 3 mois pour la réaliser. Alors après, je vois, on a des questions, hein, des fois qui peuvent être spécifiques pour nous dire j'ai tel événement, mais il était attendu sans être attendu. Donc, je propose qu'on ne rentre pas dans le détail de certains événements indésirables que peuvent connaître les établissements. Pour des questions qui sont un peu plus, je dirais, spécifiques, et on voit bien que c'est peut-être des histoires qui ont eu lieu, des événements qui ont eu lieu dans les établissements, je propose à ces établissements de revenir vers nous avec leurs questions un peu plus spécifiques, que l'on en discute, et notamment au niveau du test de recevabilité. Ce sera, je pense, un peu plus approprié. Il y a une dernière question, effectivement, hein, une des correspondantes nous dit, bah alors du coup, est-ce qu'il faut déclarer et au Conseil général et à l'ARS? Alors, C'est je vous toujours, proposerai, voilà. je suis désolé, hein, mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire, hein, sur les structures médico-sociales Oui, que l'ARS va mettre en place avec des sujets beaucoup plus spécifiques. Voilà. tout à fait. Après, on pourra en rééchanger plus tard, mais voilà. Sinon, l'établissement peut toujours Voilà. télécharger la déclaration et puis la transmettre par mail en parallèle à l'autre autorité de tutelle. Voilà. Mais je vous dis, les structures du médico-social seront invitées à un prochain séminaire sur les mêmes sujets. Tout à fait. Et Et c'est on parce que je vois approfondira. beaucoup de questions aussi sur les soins d'aide à domicile, Non, l'aide non. à domicile. On a Alors, aussi beaucoup de questions sur ce Alors, type le d'intervention. déport de médecins anesthésistes couplé à l'augmentation des Ah, effectifs excusez-moi. en ce qui revient, donc là peut-être Ah, pour recentrer, donc les structures d'achat des relèvent du sanitaire, donc elles ont l'obligation de déclarer. Les structures d'aide à domicile, ça dépend si ça relève d'un SIAD ou si c'est uniquement des structures d'aide à domicile qui ne relèvent pas de notre tutelle. Donc dans ce cas, c'est hors champ. voilà. En dehors des SIAD, hein, bien évidemment, les SIAD font partie. Mais bon, c'est un sujet un sujet médico-social, je pense qu'il faut Donc on peut-être voit bien, traiter le sujet. ben voilà, donc on a un autre sujet du coup, effectivement. Beaucoup de questions. Je laisse la parole donc à Madame Vidal. Je vous propose que l'on poursuive. Oui, donc très rapidement, puisque finalement elle vient d'être abordée, cette diapositive. La déclaration du volet 1, elle est succincte, hein, vraiment, avec les mesures immédiates, enfin les circonstances, ce qu'on a pu observer et les mesures immédiates mises en place. Viendra ensuite le volet 2, où là, il sera nécessaire de remplir l'analyse approfondie et le plan d'action. Et c'est pour ça que, de ce fait, on laisse 3 mois entre la rédaction du volet 1 et du volet 2, parce qu'il va nécessiter la mise en place du rétex
Et on sait très bien que des fois, pour réunir tous les acteurs, on n'y arrive pas dans le mois qui suit. Donc du coup, ça permet de laisser le temps de réunir tout le monde pour que vraiment l'événement soit analysé en globalité. Donc, et toujours bien sûr, je réinsiste aussi sur l'importance d'informer l'équipe et la gouvernance du suivi du dossier. Ça, c'est très important que tout le monde sache où en est le dossier. Donc sur la diapo suivante, effectivement, il va falloir donc connaître les causes profondes de l'événement indésirable et pour cela, comme je vous le disais précédemment, réaliser un rétex. Le rétex, alors l'HAS recommande la méthode alarme et c'est aussi comme ça que le portail de signalement est complété, mais cela n'empêche que vous puissiez avoir des méthodes internes en fonction de vos formations, de vos appétences. Il existe Orion, il existe les 5 pourquoi. Des fois, elles sont aussi complémentaires. Moi, quand j'utilise la méthode alarme, j'utilise aussi les 5 pourquoi pour pouvoir aller au plus loin. Mais voilà, après, ce n'est que conseillé. Ce qui est important, c'est de respecter les règles. Et les règles, ça va être que le rétex soit réalisé en pluridisciplinarité. Il faut que toutes les personnes concernées par l'événement soient conviées à ce rétex. Aussi bien les médecins que les paramédicaux, que les fonctions support parfois, la logistique, le système logistique, le système informatique. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de personnes parfois à appeler pour ce rétex. Il faut voilà, tous les acteurs impliqués, que personne ne se sente mis à l'écart de l'événement et se disent ben, moi on m'a pas convié, donc c'est comme si j'avais pas été là, ou c'est comme si je suis d'emblée mis sur le côté accusé. Il faut collecter les mesures les barrières d'atténuation. Ça, c'est important pour les personnes qui ont vécu l'événement indésirable, de se rendre compte qu'elles n'ont pas fait que mal, qu'il y a quand même des choses positives qui ont été faites, même si au bout, on n'arrive pas à quelque chose, à un événement désirable grave qui peut être le décès, parfois, voilà, mais qu'il y a quand même eu des choses de faites. Les mesures d'urgence vitale, l'appel aux médecins, enfin voilà, et qu'on n'est pas resté sans rien faire, qu'on a essayé de retrouver des procédures, etc. Comme je vous le disais précédemment, ne pas oublier d'inviter les fonctions support, toujours rester dans la bienveillance et puis également suivre la méthode pas à pas d'analyser vraiment en globalité en passant par qu'est-ce qui peut être lié au patient, qu'est-ce qui peut être lié aux tâches à accomplir le jour de l'événement, à l'individu, l'équipe, l'environnement de travail, comment il était également, est-ce qu'il y a aussi au niveau du management des choses à revoir et au niveau institutionnel. Toujours rester factuel, rien que sur les faits. Ça, c'est très important. Voilà, sur la diapo suivante, nous voulons vous conseiller et vous rappeler 5 principes du rétex. C'est de vraiment rester sur une vision globale de l'événement. Il ne faut pas s'attacher à voilà, l'événement s'est passé à 10h, qu'est-ce qu'il y avait à 10h? Parfois, il faut remonter sur les jours précédents pour comprendre l'événement. Je veux dire, par exemple, un retard de prise en charge, voilà, peut-être que les 2-3 jours avant, il y avait eu un retard sur la prise en charge en consultation préanesthésique, peut-être qu'il y a eu aussi un défaut de transfert des dossiers entre la ville et l'hôpital, etc. Donc vraiment avoir cette vision globale de l'événement et c'est pour ça aussi qu'on invite toutes les fonctions en lien avec l'événement, même si parfois ça peut prendre voilà, un peu plus de temps parce que le temps de des fois arriver à contacter le médecin traitant pour qu'il puisse être disponible, ça peut prendre du temps. Les fonctions support en interne également. Toujours aussi important, donc ce que je vous disais, de repérer les points positifs et de les capitaliser. Ça, c'est important pour les soignants, les professionnels de santé, un médecin, infirmière, etc., qui ont pu vivre la situation. Bien sûr, identifier les points négatifs et en proposer des axes d'amélioration. Ça, c'est très important également pour rester dans cette dynamique de la déclaration des événements indésirables. Si on fait des rétex et que derrière, il n'y a pas d'analyse complète et qu'il n'y a pas d'axes d'amélioration de proposer et pas de travail sur ces axes d'amélioration, pas d'avancement sur ces axes d'amélioration, vous perdrez les équipes qui ne viendront plus au rétex et qui ne rentreront pas dans cette démarche de déclaration. Reconnaître le travail de chacun et faciliter la résilience, c'est ce que je vous disais aussi, voilà, toujours par rapport à ces points positifs et savoir ce qui est bien fait et exclure, éviter d'employer des termes comme enquête.
parce que ça, d'emblée, le soignant va se sentir l'accusé, hein. Donc voilà, on fait des analyses, on recherche un petit peu ce qui a pu se passer, mais on ne fait pas une enquête, on n'est pas policier. Merci. Merci Madame Vidal. Alors, on précise bien que la déclaration ainsi que l'analyse, ça s'organise en interne avec votre cellule qualité, la coordination de la gestion des risques au sein de votre établissement, et puis bien sûr, toujours en communication avec la gouvernance de l'établissement, direction, PCME, etc., pour que réellement, collectivement, il y a ce lien qui est fait avec le portail de déclaration et l'ARS. Je laisse la parole, du coup, sur cette phase, la suite du volet 1, donc à Monsieur Barbara. Donc, dès lors que les travaux d'analyse et de conclusion sur l'événement indésirable grave ont été réalisés, on va faire le reporting de la situation, donc toujours sur le portail des signalements, et ce, à travers un volet 2. Donc, pour le même processus, pour se connecter au portail, et à ce moment-là, on va sélectionner donc, dans les onglets bleus événements indésirables graves associés aux soins, et sélectionner dans les rubriques qui vont se proposer le volet 2, donc sur la dernière partie. Donc, de la même façon, vous avez un formulaire qu'on peut télécharger en amont. Ce qui est important de voir dans cette déclaration de volet 2, c'est de reprendre les références du volet 1 qui vont permettre d'appairer les deux volets et pouvoir les traiter à notre niveau, mais surtout au niveau de l'HAS. On va peut-être passer rapidement sur les différentes les critères qui vont être renseignés. Donc, vous allez renseigner toutes les informations d'analyse qui sont liées au lieu de survenue de l'événement, l'information sur la prise en charge, donc quels étaient les soins qui étaient prévus. Ensuite, on va sur les suivantes, on va avoir donc les causes immédiates et les causes profondes qui seront analysées dans le cadre de cette analyse. On va peut-être passer sur les suivantes. Et ensuite, on arrivera donc sur la slide 43. On va identifier donc au-delà des causes profondes et causes immédiates, on va arriver donc aux barrières de sécurité. Les suivantes, voilà. Et ensuite, donc, ce qui va être important pour nous également, ça va être d'identifier donc les mesures prises ou envisagées par l'établissement. Dans ce cadre, c'est important pour nous d'avoir que puisse être identifié de manière claire le plan d'action et le calendrier des mesures au regard de chacune des causes qui ont été identifiées, et ce, de manière à pouvoir mettre en avant donc, les actions qui seront mises en place par l'établissement au regard de l'événement. Enfin, on va continuer dans la dernière rubrique de cette déclaration, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les méthodologies d'analyse qui ont été utilisées et le caractère collectif de cette analyse, mais également donc les différentes structures d'appui qui ont pu être sollicitées pour vous accompagner dans l'analyse et dans l'analyse des causes et dans la production donc, de ce travail. Une fois que le formulaire est renseigné, de la même façon, il sera validé et transmis donc, et à l'HAS, et à l'ARS. Alors, peut-être au-delà de la déclaration, donc dans la diapo suivante, vous parler un peu de que fait l'ARS de ces déclarations. Alors, de première intention, on va analyser et graduer notre intervention en fonction des mesures immédiates qui ont été prises afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, je l'avais évoqué tout à l'heure. Deuxième point, on va s'assurer du respect des droits des usagers et des mesures de soutien qui ont été prises pour les professionnels. On va ensuite pouvoir apporter un appui et un soutien méthodologique à l'analyse en mobilisant la SRA notamment, pour vous accompagner donc dans l'analyse et les travaux qui seront menés à l'issue de cet événement. On peut également informer le ministère de la Santé dès lors qu'on arrive sur des situations qui sont un petit peu sensibles au niveau médiatique ou la principale raison dès lors que l'événement peut avoir une portée extra-régionale, notamment sur d'autres modalités que l'événement.
On va également échanger avec les structures de vigilance dans le cadre du REVA, hein, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, quand un dispositif médical ou un médicament peut être incriminé dans l'événement, et ce de manière à pouvoir repérer au niveau national si des similitudes ont pu être retrouvées sur le dysfonctionnement d'un dispositif particulier, dans un endoscope par exemple ou un respirateur, et ce de manière à pouvoir alerter les agences sanitaires qui sont en charge de ces dispositifs ou des médicaments. Et ensuite, donc, on va s'assurer de la pertinence de l'analyse et des actions correctives qui ont été envisagées par l'établissement, et notamment le suivi, les échéances, et comment on va pouvoir capitaliser sur cet événement au sein de l'établissement. Et enfin, eh bien, c'est nous qui allons valider la transmission à l'HAS. Et la transmission de la HAS, les 2 volets que vous avez réalisés, va permettre, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, d'alimenter la base de retour d'expérience et qui, elle, est capitale pour l'amélioration de la sécurité du patient, comme on en a échangé, et qui est aussi un très, très gros objectif pour nous de capitaliser sur ces expériences. Alors peut-être rentrer un petit peu plus finement dans les critères de lecture qu'on va faire de vos déclarations à notre niveau. Hein. Le délai de déclaration, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est sans délai, a priori. Voilà. Quand même des délais qui sont nécessaires à consolider les informations de ce volet 1. On va vérifier également que l'événement répond à la définition d'un EGS. On l'a évoqué tout à l'heure avec les situations de presque accident, d'événements indésirables et les événements indésirables graves associés aux soins. Ensuite, on va s'assurer de l'absence de données nominatives. Hein. Il n'est pas question dans ces déclarations d'indiquer le nom du patient ou le nom de soignant. Les seuls champs qui permettent l'identification sont celles du déclarant du lieu de survenue. Et elles seront après anonymisées par le dispositif. Ce qui va nous importer également, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce que la déclaration permet de comprendre l'événement, les faits, le déroulé. C'est important dans la description chronologique des événements, hein, dans le volet 1. Également, voir les premières mesures de maîtrise qui ont été mises en place, et ce, pour le patient, pour l'organisation de l'établissement. Ce qui est important, c'est de décrire toutes les informations utiles à l'analyse de l'événement. Il ne faut pas oublier que derrière, vous avez des personnes qui vont lire la déclaration. Il faut qu'ils puissent être en mesure de comprendre ce qui s'est passé, les premières mesures qui ont été mises en œuvre. On va s'assurer également que l'information du patient ou de ses proches a été réalisée. On a évoqué les outils tout à l'heure. On va s'assurer également de la prise en charge des risques psychosociaux liés au personnel concerné, que Madame Vidal a évoqué tout à l'heure également. Et on va s'assurer donc des vigilances associées. Est-ce qu'une déclaration de vigilance en parallèle a été réalisée dans le cadre d'une matériau, d'une pharmaco? Et ensuite, on va s'assurer dans le volet 2 qu'il y ait un besoin ou une demande d'appui formalisée pour réaliser l'analyse approfondie. Et c'est à ce moment-là, on mettra en lien avec la structure régionale d'appui pour vous accompagner. De la même façon, nos critères de lecture sur le volet 2. Alors, dès lors que vous déclarez un volet, vous avez 3 mois pour réaliser la déclaration de volet 2. Donc, on va être aussi sensible au délai de réponse. On va vérifier dans ce volet 2 si l'analyse de l'EGS permet d'identifier les causes profondes qui ont contribué à la survenue de l'événement et quelles sont les barrières qui n'ont pas fonctionné. On va s'assurer également que l'analyse a été réalisée de façon pluriprofessionnelle, hein, c'est important, et ça on l'a évoqué tout au long de l'intervention. On va s'assurer également que le plan d'action est adapté, il est renseigné avec l'ensemble des mesures correctives, les acteurs qui sont concernés, l'échéancier et le plan de suivi de ces actions. Et enfin, on va s'assurer également que le patient ou la famille a été informé de la mise en place de ce plan d'action. Pour conclure sur ces champs, je pense qu'il est important, c'est de s'assurer de la complétude de ces volets. Bon, pour l'ARS d'une part, mais principalement également pour l'HAS qui, elle, va analyser de manière macro toutes ces données au niveau national.
Et donc, remplir le volet 1 avec le plus de détails factuels possible pour que l'ARS puisse analyser l'événement. Sinon, on risque de vous solliciter pour avoir des rapports circonstanciés, voire même vous relancer à la ressaisie des formulaires de manière à ce qu'ils soient utilisables par l'HAS notamment. Et une fois de plus, donc, rappeler que le volet 2 doit contenir la méthodologie, le plan d'action et les échéances qui sont nécessaires et qui sont consécutives donc, à votre analyse. Et non pas, donc, comme là, dans l'exemple, quelque chose de très théorique, plan d'action en cours. Merci, Monsieur Barbara. Alors, il n'y a pas de questions, il y a 2 affirmations et ça me semble important de vous le communiquer à tous. La première information, un des établissements dit l'importance effectivement de la charte d'incitation à la déclaration. Et puis le deuxième qu'on a évoqué déjà ensemble, et puis le deuxième point important, et notamment lors de l'analyse, c'est une remise en cause collective et pas individuelle, et on est aussi sur cette dimension de non-sanction, mais bien de travailler ensemble pour définir les actions et la mise en place de barrières de sécurité. Et somme toute, je dirais que le volet 1 et 2 permettent cet accompagnement, de poser sur le papier justement cet accompagnement et l'analyse. Et puis derrière, impact fort, très positif, c'est effectivement derrière cette analyse qui part à l'HAS pour notamment, par exemple, faire des fiches mémo, des fiches retex ou des flashs sécurité. Du coup, si il fallait peut-être un peu conclure cette troisième partie, effectivement, permettre l'amélioration de la prise en charge des patients, c'est vraiment le point clé de la sécurité. Alors, pourquoi on déclare en fait Eh bien, parce que déclarer permet donc de détecter les situations à risque. Pourquoi on déclare? Parce que déclarer permet d'analyser, de connaître et de se remettre en cause de façon collective, neutre, factuelle. Pourquoi on déclare? Parce que ça nous a permis d'apporter dans des actions correctives et préventives au sein de notre établissement, de se poser et puis voilà. Et puis pourquoi on déclare? Ça permet aussi d'évaluer l'efficacité de nos actions. Bref, pour résumer, je dirais qu'un professionnel qui déclare, il gère ses propres risques. Et donc, s'il gère ses propres risques, il va gérer les risques de la prise en charge de son patient, de ce résident, de la famille et des proches. Donc voilà, je regarde et donc il n'y a pas d'autres questions. Très rapidement, on va parler des structures régionales d'appui qui sont là donc en appui des établissements, en appui méthodologique et logistique. Nous avons donc échangé ensemble sur la structure régionale d'appui sur les risques associés aux soins. Lorsque l'établissement, en lien avec la coordination des risques, la gouvernance et l'établissement déclare donc au niveau du point focal l'événement indésirable, le point focal peut missionner, suivant le type d'événement et donc dont le risque associé aux soins, peut missionner donc le réseau santé qualité risque pour venir en appui des établissements pour toute aide et notamment dans le cadre d'une analyse. Et derrière, comme l'a signalé donc Monsieur Barbara au niveau du point focal régional, transmission de ces éléments à l'HAS pour détecter les barrières de sécurité, mais en place les flashs sécurité. Vous voyez, donc on est d'un échelon local, on remonte sur un échelon national en procédure, je dirais, ascendante-descendante. Ce qui était important aussi, on souhaitait aussi, et M. Barbara l'a signalé aussi, ce qu'on appelle les vigilances associées. Un événement indésirable peut parfois être associé à une vigilance sanitaire. On vous les a représentés. Alors, on ne va pas tous les lister, les citer, mais parmi les plus récurrents, on citera toute la partie sur le médicament, la pharmacovigilance aussi, ou l'OMEDIT au niveau des bonnes pratiques sur le circuit du médicament, la maîtrise du risque infectieux avec le CPIAS, par exemple, voilà, l'agence de biomédecine pour la procréation médicale assistée, ou encore le centre régional de sécurité transfusionnelle, là pour toute la chaîne transfusionnelle. Donc voilà, ce sont des structures régionales d'appui avec lesquelles la structure régionale d'appui travaille en collaboration, sous mission donc de l'agence régionale de santé. Madame Vidal?
Donc pour vous aider, on vous a remis quelques liens sur la diapo suivante vers des outils qui peuvent vous aider au quotidien, hein, que ce soit le guide de l'analyse des événements indésirables associés aux soins. On vous a remis également des kits Geniali que nous avons créés en interne pour vous aider justement dans la communication aux soignants, hein. Vous pouvez utiliser ces Geniali pour les diffuser aux soignants et aux équipes qualité. Voilà, que ce soit sur la déclaration des événements indésirables graves ou sur le quid des EI, savoir est-ce que je suis sur un EI, un EIGS, juste un événement porteur de risque. Enfin voilà, donc c'est des petits outils qui plaisent bien. Bien sûr, on a remis aussi les liens vers les fiches REX et les fiches réflexes qui sont faits au niveau de la structure régionale d'appui grâce à vos RETEX avec vous, hein, en fait, avec qui nous travaillons et quand vous donnez votre accord pour diffuser les fiches RETEX. On a mis aussi les liens vers les flashs sécurité patients de la HAS parce qu'il y a plein de fiches RETEX également qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Et puis, voilà, la charte d'incitation, comme je vous disais tout à l'heure. Également, on vous rappelle que nous faisons des formations hein, sur l'analyse collectivement des événements indésirables via l'utilisation d'outils d'analyse des causes, c'est-à-dire que nous faisons une simulation d'événements indésirables graves et on fait l'analyse avec les personnes présentes. Donc, c'est une formation très appréciée également et on en fait à peu près, je dirais, tous les 2-3 mois en fonction des congés et des agendas. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Avant de passer à la diapo, il y a, pour répondre tout de suite à 2 questions très rapidement, oui, le PowerPoint sera transmis, il sera sous forme replay et oui, l'infographie peut être utilisée aussi par les usagers, hein, donc voilà. Pareil, on a une question donc plutôt à destination de l'Agence régionale de santé. Que devient donc les déclarations qui sont faites directement par les patients sur le portail? Elles sont traitées comme une réclamation et le pôle de proximité donc, se rapproche de l'établissement et de la direction de l'établissement pour apporter une réponse à l'usager. Il n'y a pas de, on n'a pas de déclaration de IGS qui passerait d'un usager. Enfin, ce serait uniquement une réclamation en revanche. Comme il y a le portail. Le portail n'est pas, enfin, le cadre des déclarations de l'IGS, tel qu'on l'entend, on l'a présenté aujourd'hui, ne relève que de l'analyse par les professionnels de santé et les établissements qui le déclarent eux-mêmes. On peut avoir certaines personnes qui vont utiliser le portail à des fins de réclamation, mais là, c'est complètement hors sol et c'est complètement désolidarisé du processus et ça passe, comme je vous le disais, sur une réclamation. Oui, je pense que c'est important effectivement de bien le préciser parce qu'il peut y avoir beaucoup de confusion. Je vois aussi sur les autres questions. Je pense que ma collègue a un problème de micro. Ah, Moi. voilà. Non, je regardais s'il y avait d'autres questions. Non. Du coup, j'ai perdu l'écran. Ça y est. Donc, autre outil, on vous a remis, alors normalement il est sous forme triptyque, mais là on vous l'a remis sur la diapo pour vous redonner un petit peu les missions, rôle de la SRA. Donc voilà, hein, que nous intervenons vraiment sur tout ce qui est gestion, appui à l'analyse des événements indésirables graves, hein. Bien sûr, comme on vous disait tout à l'heure, c'est l'ARS qui va nous missionner. On ne peut pas intervenir sans avoir l'accord de l'ARS. On accompagne les établissements à la prise en charge, en tout cas à la préparation à la certification. Voilà, ces accompagnements en fonction de vos souhaits. On peut établir un planning adapté en fonction de vos besoins. On fait bien sûr tout ce qui est formation et sensibilisation des professionnels à la culture qualité et gestion des risques. Et puis, on organise des temps de rencontres et d'échanges régionaux comme celui-ci. Voilà, on vous a remis les contacts au niveau de la SRA, donc, qui sont Cédric et moi-même.
On vous a remis également le petit circuit de la déclaration des événements désirables graves. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu tout au long du webinaire. Donc, il y a la réception par l'ARS. L'analyse est accusée de réception par l'ARS. Ensuite, comme vous disiez, Monsieur Barbara, on en parle en REVA. Il va y avoir donc l'attente du volet 2. En même temps, il peut y avoir également une demande d'éléments complémentaires. La déclaration du volet 2 va être faite sur le portail national des signalements par vous-même. L'ARS va donc analyser ce portail, cette déclaration du volet 2. Elle peut, l'ARS peut nous solliciter soit des réceptions du volet 1 ou soit réception du volet 2 s'il y a des petites choses qui peuvent, sur lesquelles ils ont besoin d'apports complémentaires. Mais toujours en passant par vous également et en vous demandant votre accord. Et puis donc soit ensuite l'événement est clôturé ou soit il va y avoir de nouveau des demandes de compléments. Et la transmission sera envoyée anonymisée à l'HAS pour que derrière, avec l'HAS, on puisse également travailler des fiches Retex ou Reflex ou d'autres réglementations, enfin d'autres projets. Bien, nous arrivons donc à la fin de cette présentation, de ce webinaire. Donc le portail des questions du chat est ouvert. Si vous en avez d'autres, un des établissements dit « Je n'ai pas trouvé d'infographie à destination des usagers ». Alors, ce qui est disponible sur le site de la structure régionale d'appui peut être utilisé comme exemple au niveau des usagers. Par contre, vous pouvez aussi vous rapprocher de France Asso Santé, qui travaille aussi sur ce sujet. D'ailleurs, un des membres de France Asso Santé nous communique effectivement que le plus important, c'est pas de chercher de coupable, mais de construire avec l'usager effectivement des actions pour plus que ça arrive. Autre question, quel est le circuit pour les événements indésirables graves n'entrant pas dans la définition des UGS, mais pour lesquels nous souhaitons faire une déclaration? Alors, il faudra que là, on ait un peu plus de précision sur la question, donc que la collègue n'hésite pas à nous recontacter pour au niveau structure régionale d'appui. Oui, Monsieur Barbara? Peut-être une précision, hein. Dès lors que ça c'est déclaré sur le portail et que ça ne remplit pas les définitions, donc on arrive surtout parfois sur des situations ou de presque accident ou de situations que l'établissement souhaite nous signaler pour un risque médiatique ou autre. Donc, s'il est fait sur le portail, on prend en compte la déclaration. En revanche, ça ne va pas remonter à l'HAS. Enfin, c'est important que les établissements traitent des EI et des EIGS en interne. En revanche, le Retex ne sera pas partagé avec la HAS puisque ça ne remplit pas la définition. En revanche, il est important que l'établissement puisse nous tenir au courant de l'évolution de la situation ou si d'autres conséquences s'avéraient sur cet événement qui ne répond pas à la définition des EIGS, mais qui nécessite une information de l'ARS puisqu'il y a un recours ou un risque médiatique ou une autre situation. Mais ça reste, l'obligation reste de le traiter en interne et de nous faire part un peu des évolutions ou des difficultés que l'établissement. Oui, c'est effectivement, j'ai en mémoire 2 établissements pour lesquels ils avaient des doutes sur leur déclaration, tant sur le domaine de risque que sur le niveau de gravité, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a remis les adresses mail, notamment ici au niveau du signal. Et effectivement, les 2 établissements ont une réponse quasiment, je ne vais pas dire immédiatement, mais dans la journée avec un accompagnement sur le type de déclaration et notamment, vous l'avez évoqué, soit sur le risque médiatique ou sur des risques organisationnels à prendre en compte pour l'établissement. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc clôturer donc, cette présentation. Et au nom de tous, donc de l'ARS et de la SRA, nous remercions donc l'ensemble des personnes qui étaient présentes lors de cette présentation. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et un bon week-end. Merci à vous tous et bonne journée.
Merci à tous. Bon Merci. appétit. Bon. Enregistrement.